Madame, Monsieur, bonjour et merci. Merci d'être au rendez-vous. Ce nouveau forum consacré au Mali. La crise sociopolitique sécuritaire au Mali peut-elle avoir un effet domino sur les pays de la sous-région? Où en est la médiation ouest-africaine? La CEDEAO peut-elle sauver le soldat Ibeka? Entre autres questions à évoquer avec nos invités. Un au plateau. Sogoyou Kegewe nous fait l'honneur d'être là. Bonjour, monsieur Kegewe. Bonjour, Gilles. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes journaliste ou disons ancien journaliste? Je suis journaliste, pas ancien journaliste. On est journaliste à vie. Et en plus, diplomate, ambassadeur, on est ambassadeur à vie. Tout à fait, ancien ambassadeur du Togo, notamment en Allemagne. En Allemagne, oui. Vous connaissez les méandres de la Commission électorale nationale indépendante du Togo également, pour avoir été membre. Pour y avoir siégé. Homme politique également. Oui, un peu. Oui, sinon beaucoup. Merci d'être avec nous. Nous aurons un duplex de Paris dans le cadre de cette émission également. Monsieur Samba Gassama, il est un lanceur d'alerte malien. De même que Évariste Twendibadi Kapumba, maître Évariste Twendibadi Kapumba, il est avocat au barreau de Paris et de Kinshasa, conseiller à la Cour pénale internationale. Nous serons en duplex avec lui de Paris en France pour évoquer la situation juridique de Vital Kamere, dont le procès en appel a été renvoyé au 7 août prochain pour des raisons procédurales. Ce sera une parenthèse au cours de cette émission. Alors, on commence donc avec le Mali, Sogoyou, le Mali qui est en crise, avec une médiation enclenchée par la CEDEAO qui est venue très vite. Donc, où en est la médiation aujourd'hui? C'est le premier thème que nous abordons. On sait que la médiation a proposé une batterie de mesures non encore acceptées. Est-ce à dire que la médiation a déjà échoué? Non, la médiation n'a pas du tout échoué. Mais je voudrais commencer d'abord en vous disant que quand on dit Mali, nous les Africains, nous sommes comme ça. Tant que le feu n'est pas dans ta chambre, tu crois que ça ne te concerne pas. En réalité, ce qui se passe au Mali nous concerne nous tous, surtout nous tous en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, le Mali, c'est un pays immense. Vous connaissez les pays limitrophes du Mali, de la Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina, jusqu'au... Mais attends, c'est un pays immense. Donc, quand ce pays prend feu, mais nous devons tous faire attention et je crois que si la CEDEAO s'est précipitée, s'est pressée et s'est précipitée, c'est qu'elle est consciente des enjeux, pas seulement qui concernent le Mali, mais qui concernent tous nos pays. Voilà. Donc, pour revenir à la question maintenant, mais la CEDEAO n'est pas écoutée, son compromis politique n'est pas passé. Est-ce que c'est un échec malgré l'envoi sur place là-bas d'une batterie de 5 chefs d'État? Oui. C'est rare pour être souligné. 5 chefs d'État et pas des moindres, qui sont allés avec des propositions et apparemment les populations, les gens qui manifestent ne sont pas d'accord. Mais je me dis que la CEDEAO, qui a une bonne volonté illimitée, ne va pas baisser les bras. La CEDEAO va continuer à chercher une solution au Mali, une solution acceptable pour tout le monde et une solution qui évite qu'on humilie l'un ou l'autre. Donc la CEDEAO va continuer. La preuve, après l'échec, disons, de la mission. D'ailleurs, on ne peut même pas parler d'échec. C'est sûr qu'ils ont quand même avancé un peu. C'est ça qui a débouché à la proposition du prochain sommet de la CEDEAO, toujours sur le Mali. Un sommet qui est prévu pour ce lundi. Ce lundi, oui. D'accord. Nous allons tenter d'avoir le point de vue de ce lanceur d'alerte malien, Samba Gassama, en duplex de Paris avec nous. Monsieur Gassama, est-ce que vous nous recevez? Bonjour, monsieur Gassama. D'accord. Merci de nous avoir rejoints autour de ce plateau. Ma première question pour vous, quelle compréhension avez-vous de cette crise malienne et cette éruption de contestation de temps en temps violente sur place là-bas, alors que Ibeka était en train de dérouler tranquillement son deuxième mandat? Comment vous comprenez cette contestation, cette nouvelle crise au Mali? Justement, merci beaucoup pour la question. C'est important de remettre les choses dans son cadre pour comprendre la crise actuelle. Beaucoup de gens jugent cette crise à partir de mauvais angles, du coup, forcément à partir de mauvaises solutions. Tant que le diagnostic n'est pas bon, il est difficile d'apporter de bonnes solutions. Cette crise, tout d'abord, ce n'est pas seulement une crise politique, contrairement à ce que la CEDEAO, entre autres, présente. C'est une crise socio-politique. Cette histoire d'élection législative tripatouillée
a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais la genèse de l'histoire est beaucoup plus longue que ça. Ça commence en 2013, pour ne pas dire en 2012, puisqu'IBK est arrivé au pouvoir en 2013. Qu'est-ce que le M5 et notamment la population malienne en partie dénonce aujourd'hui à travers ce mouvement? C'est tout d'abord la mauvaise gouvernance, pour ne pas dire pas du tout de gouvernance, puisque 70 à 80% du pays aujourd'hui échappe à l'autorité de l'État. Donc aujourd'hui, parler de solutions politiques, alors que nous ne faisons face à une crise socio-politique, c'est vraiment essayer de mettre un pansement sur une jambe de bois. Soit un manque de volonté d'approfondir le problème pour apporter de vraies solutions, soit une hypocrisie qui de toute façon ne mènera à rien de bon. Et contrairement à mon camarade qui est intervenu juste avant moi je parle d'échec quant à l'intervention de la CEDEAO, pour la simple bonne raison que la CEDEAO est venue avec des solutions politiques pour un problème socio-politique. La CEDEAO est venue avec des solutions qui avaient déjà été présentées par le président IBK. Aujourd'hui, la CEDEAO veut entériner les solutions qu'IBK a proposées. Très clairement, la population malienne voit ça comme étant un moyen d'officialiser les propositions d'IBK qui ne tiennent pas du tout compte de ce que le M5 demande. Donc, très clairement, aujourd'hui, on peut parler d'échecs concernant la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce que ça va être demain? Ce sera une autre question. Mais aujourd'hui, en tout cas, la CEDEAO n'a pas du tout avancé sur un point parce qu'ils sont venus en pensant que le problème du Mali, c'est un problème d'élection législative, alors que ça va bien au-delà de ça. Oui, mais Gassama, ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut rendre Ibrahim Boubacar Keïta responsable de cette crise sociopolitique dont vous parlez? Est-ce que c'est lui qui cristallise, c'est lui qui est à l'origine de cette crise? Est-ce que ça ne va pas au-delà de la personne du président IBK? Bon, le problème, c'est que dans nos pays, les institutions n'existent pas. Tout repose sur le président de la République. Si ça bloque, le président qui bloque. Si ça avance, le président qui avance. Donc très clairement, aujourd'hui, le problème au Mali, c'est le président de la République, le président IBK, c'est lui qui décide de tout. Mais ça va au-delà du président de la République. C'est tout le clan du président. Le président IBK s'est entouré de proches, d'amis, de compagnons qui l'ont soutenu pour être président. Il s'est entouré de tout, sauf de gens qui ont la compétence et la volonté de faire avancer le pays. Donc, très globalement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette crise. Mais aujourd'hui, la principale clé de ce problème-là, c'est le président IBK. Voilà, c'est lui qui aujourd'hui fait barrière pour empêcher l'évolution de la situation. Kekauzu Sogoyou, notre interlocuteur de Paris semble dire que la CEDEAO n'a pas fait une bonne lecture de la situation pour pondre son compromis politique qui a été rejeté par l'opposition, le M5 notamment. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Les problèmes du Mali n'ont pas commencé en 2013 avec l'arrivée de IBK au pouvoir. Si tel était le cas, il n'aurait pas été réélu. Moi, les problèmes du Mali ont commencé avec la chute de Kadhafi. Beaucoup de chefs d'État africains, dont Idriss Déby, le président malien d'alors, et beaucoup d'autres, ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que si Kadhafi tombe et que l'anarchie s'installe en Libye, nos pays sont foutus. Excusez-moi le terme foutu. Mais ceux qui voulaient à tout prix la tête de Kadhafi n'ont rien écouté. C'est d'ailleurs les mêmes qui sont aujourd'hui au Mali en train de faire les pompiers, alors qu'ils savaient très bien que si Kadhafi tombe, Kadhafi, la Libye, c'était un national. Non seulement c'était un national, c'était aussi un coffre-fort. Donc, des gens, des groupes différents, qui se disent djihadistes ou non djihadistes, sont partis avec des conteneurs d'armes et des conteneurs d'argent, et beaucoup ont déferlé naturellement sur le Mali. Les problèmes du Mali ont commencé là-bas. IBK est venu tomber dedans. Malheureusement, s'il n'a pas su gérer la situation, il faudrait qu'on remonte maintenant les choses pour voir, mais pourquoi il n'a pas réussi? Personne n'arrive au pouvoir seul. On arrive avec une équipe. Et il dit qu'on a promu seulement ceux qui ont aidé IBK, mais il se fait que le porte-étendard de la révolte aujourd'hui, des manifestants, en l'occurrence le Mahmoud Diko, a dit qu'il a mené même campagne dans les mosquées pour faire élire IBK. C'était quoi leur deal?
Quelle partie du deal n'a pas marché? Et aujourd'hui, il fait descendre les gens dans la rue pour dire qu'il veut chasser IBK. Oui. Il faut qu'on nous le dise. Oui, Diko parle de gouvernance comme beaucoup de Maliens d'ailleurs. Oui. Gabji qui s'est popularisé, des passe-droits, des détournements de fonds publics. Oui. C'est ce qui est reproché à IBK et ces reproches sont loin de la menace sécuritaire que vous évoquez. Oui, il y a la menace sécuritaire. Ceci peut expliquer cela. Parce que quand tout le monde est occupé à combattre, disons, du côté sécuritaire, ça donne le temps aux voleurs d'opérer. Ce n'est pas IBK qui donne l'ordre de voler. La seule chose qu'on pouvait demander à IBK, c'est de faire en sorte qu'il se débarrasse de tout ce qui vole. Mais ce n'est pas le président qui dit voler ceci, voler cela. Mais ce que vous dites, ça peut être contredit par le fait que celui que les Maliens entrevoient comme le gang, le chef de ce gang-là, c'est le fils, justement, du président Karim Keïta. Alors, en quoi le père doit répondre du fils? En quoi? Parce que c'est lui qui l'a promu, c'est lui qui... Oui, je sais. Mais vous croyez qu'il l'a promis juste parce qu'il était un bon voleur, un bon jouisseur, pendant que les gens meurent dans le désert, lui il est dans des parties complètement délirants, en Espagne ou je ne sais dans quel pays. Son papa ne l'a pas nommé pour ça. C'est vrai que le papa aurait dû le dégommer depuis. Les histoires de fils à papa, vous en vivez un cas ici, les histoires de pétrole d'Adjakli, c'est une histoire de fils à papa. Le papa met son fils devant, croyant que c'est un type réfléchi, et il s'aperçoit lui-même que c'est un voyou. Il faut le dégommer. Et donc il a la responsabilité d'avoir eu un enfant qui n'a pas su assumer ses responsabilités. Et tu parles. Si chacun devait être responsable de ce que son enfant fait, je ne suis pas sûr que toi-même tu serais assis là-bas. Nos enfants font beaucoup de choses en dehors de ce que nous leur disons de faire. IBK, c'est vrai, il a eu le malheur d'avoir un enfant complètement irresponsable. Parce que quand on a vu certaines images, on se dit, mais dans un pays en guerre, le fils n'est pas n'importe qui. Président de la commission de défense à l'Assemblée nationale, il veut vivre comme les princes saoudiens ou qataris ou machin, mais je crois que c'est immoral. Oui, il faut le dégommer. Comment peut-on confier de telles responsabilités à un fils? Mais on ne savait pas qu'il est comme ça. Maintenant qu'on sait, le papa devait le dégommer au lieu d'attendre qu'il démissionne lui-même bonnement en racontant des conneries en plus. Donc, il fallait le dégommer très tôt. Alors, Samba Gassama, votre co-débatteur semble dire que le problème va au-delà de IBK. Est-ce que c'est pas la société malienne dans son ensemble qui est malade, parce que tous ceux qui sont impliqués dans ces histoires de détournement, de gouvernance, il ne s'agit pas simplement de IBK. Oui, j'ai entendu mon co-débatteur, ça m'a légèrement contrairement à ce que dit, les problèmes du Mali n'ont pas commencé avec la chute de Kadhafi. La rébellion dont tu parles a commencé il y a déjà plus de 50 ans. Donc ça n'a pas commencé avec la chute de Kadhafi. Mais pourquoi je commence en 2013? Ce qui s'est passé depuis des décennies. En vérité, on peut dire que globalement, la mauvaise gouvernance, parce que le Mali est tout d'abord victime de mauvaise gouvernance. Vous voyez que l'armée malienne est incapable de sécuriser le pays et a pris hors du pays les terroristes et les rebelles, c'est parce que l'armée malienne ne n'existe plus. Ça a commencé quand? Ça a commencé avec l'avènement de la démocratie en 91, 92. Donc le pays a été clairement par une oligarchie qui a fait du détournement des fonds publics en fonds de commerce. C'est ça qui a ramené, 30 ans après, la gabegie partout dans le pays, qui fait qu'aujourd'hui, non seulement il n'y a pas d'école, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'armée. Bon, je pense qu'il faut prendre le problème à la racine si on veut le régler. Pour ce qui est de IBK et Karim, qui est un des principaux problèmes du Mali aujourd'hui. Quand mon co-débatteur dit que ce n'est pas IBK qui fait aux gens de voler, mais c'est un argument qui est un peu simpliste. IBK est arrivé au pouvoir en 2013. C'est la raison pour laquelle on commence la chose en 2013. IBK est arrivé au pouvoir avec quel argument, quel discours? IBK est arrivé en disant « Je serai l'homme qui combattrait la corruption et la malversation financière ». Il a été l'homme qui a demandé la démission de l'ancien président ATP parce qu'il a été incapable de combattre la corruption. Et quand IBK est arrivé, tout ce qui s'est passé, fait son plan, c'est accaparer tous les marchés publics du pays. Sous couvert d'entreprises créées à la famille avec des traitements. Donc, on peut dire que ce n'est pas IBK qui leur dit voler, mais IBK est venu avec eux.
Non, de petits On l'a soucis. pas combattu parce que d'après On peut lui-même, vous écouter maintenant? Parce qu'on a... Sinon, beaucoup allaient fuir le pays. C'est ce que Ibeka lui-même dit. Donc, ça laisse entendre que non seulement il ne combat pas la corruption, mais il fait qu'il vole, mais il ne fait rien. C'est encore pire que ce que les gens imaginent. Donc, aujourd'hui, dire que Ibeka n'est pas un problème, c'est vraiment ne pas connaître le problème du Mali. Aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est principalement un problème de gouvernance. Et la gouvernance dans un pays, pas du tout nous, sans institution, repose sur la seule personne du président de la République. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'il dit, empêche la justice de faire son travail sous prétexte que des neveux à lui sont mêlés dans les histoires de surfacturation et de détournement de fonds à hauteur de milliards. Donc comment on peut nous dire que Ibeka n'est pas le problème au Mali aujourd'hui? C'est lui qui est le principal problème aujourd'hui. Il n'est pas le seul problème, mais il est le principal problème. Il est venu avec des promesses, il est venu faire le contrat de tout ceci. Depuis 2 ans, il n'y a pas d'école au Mali. Depuis 2 ans, il n'y a pas d'école. Comment vous pouvez nous dire qu'il a fallu que le M5 se lève pour que Ibeka, pour essayer de dégonfler le mouvement, se accorde aux enseignants ce qu'il leur refuse depuis 2 ans? Donc, très clairement, dire que Ibeka n'est pas le problème du Mali, c'est vraiment ne pas connaître le fond du problème, le fond de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Donc, Voilà. pour vous, clairement, je vous pose une question précise. Il suffira d'enlever Ibeka pour que la crise malienne trouve solution. Pour vous, tant qu'il sera au pouvoir, on ne peut pas trouver de solution à la crise malienne? Non, loin de là, loin de là. Ibeka est un des principaux problèmes du pays. Mais il ne suffit pas de sortir Ibeka de la présidence pour régler le problème du Mali. Tout à l'heure, vous avez parlé des Maliens et on peut parler des institutions et surtout de la constitution malienne aujourd'hui. Parce que, au-delà d'Ibeka, c'est la constitution malienne aujourd'hui qui pose problème. Il faut réviser la constitution. Or, Ibeka, en 2017, lui et son régime, ils ont proposé une constitution faite à la va-vite, sur commande, avec des choses qui les arrangent, et les Maliens se sont levés en masse pour voter contre. Aujourd'hui, Ibeka et ce système ont tripatouillé les élections présidentielles en 2018. Le premier tour a été tripatouillé, ils ont distribué des notes. Ils n'ont pas respecté les résultats du jeu. Ils ont tripatouillé les élections législatives. Ce qui montre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose de bien, quelque chose d'honnête avec ce régime. C'est la raison pour laquelle le M5 réclame le départ d'Ibeka du régime. Mais très clairement, à aucun moment il a été dit qu'une fois qu'Ibeka soit parti, c'est une solution pour régler. Mais si on veut régler les problèmes, il faut que nous ayons à la tête du pays des gens sincères et honnêtes qui vont faire tout ce qu'il faut pour les réformes institutionnelles et permettre un changement qui va faire amortir l'avancement du pays. Voilà. On va parler maintenant de la CEDEAO et des propositions qui ont été faites, le compromis politique. Je vais résumer ça parce qu'on ne peut pas dérouler toute la feuille de route. La CEDEAO propose la formation d'un gouvernement d'union nationale avec 30% des postes accordés justement à l'opposition au M5 et 20% à la société civile, une nouvelle cour constitutionnelle sur une base consensuelle chargée de résoudre le litige autour des résultats des législatives. Mais pour Mahmoud Dicko, ce compromis n'est pas sérieux. Rien n'a bougé selon lui. Et vous savez, Mahmoud Dicko, avec son mouvement M5, aujourd'hui, il a le vent en poupe. Et il peut exiger tout ce qu'il veut. Mais attention, Ibeka, je répète, que d'ailleurs, il a dit, M. Gassama, enlever Ibeka ne résout pas automatiquement les problèmes. Ibeka, le Mali aujourd'hui a tellement d'ennemis qu'il est inutile pour le mouvement M5 d'ajouter à la liste des ennemis Ibeka en tant qu'individu et en tant que parti et gouvernement. C'est pas normal. Ils ont déjà trop d'ennemis. Maintenant, la CEDEAO est venue avec des propositions. Elles sont discutables. La CEDEAO n'est pas venue en diktat. Bon, je vous ai dit, ça fait ça, non. La preuve, quand Dicko n'est pas d'accord, la CEDEAO, on élargit à tous les membres de la CEDEAO, on fait une réunion pour trouver une solution. Mais la CEDEAO n'a pas tenu compte de leurs revendications. La revendication principale à laquelle voilà. Mais attendez. La CEDEAO n'est pas habilitée à venir demander à un chef d'État de partir, à plus forte raison qui a été élu avec l'aide du même Dicko.
Il faut faire attention, parce que quand on parle aujourd'hui, on ne doit pas oublier ce qu'on a fait hier et on doit faire attention à ce qui viendra demain. IBK, c'est vrai, il s'est mis entre les voleurs, il devient le chef des voleurs comme Ali Baba et ses 40 voleurs. Bon, d'accord, on est d'accord, mais balayons les voleurs. Balayons les voleurs, faisons-leur rendre l'argent. Vous avez vu ce qui se passe en Angola? Le nouveau président a négocié avec tous les voleurs et ceux qui ont accepté de ramener l'argent, ils sont tranquilles. Ils vont ramener l'argent. Ça ne sert à rien de chasser IBK et les voleurs si l'argent n'est pas revenu. Moi, je crois qu'il ne faut pas faire de fixation sur la personne de IBK. IBK doit continuer à gérer le pays jusqu'à la fin de son mandat. Il a été élu parce que les autres, ils peuvent tout revendiquer, hein, la popularité de la rue, mais ils n'ont pas la légitimité électorale des urnes. Il faut faire attention. Mais est-ce que ça peut faire avancer le pays, ce gouvernement d'union nationale composé un peu des canards, des souris Oui, mais ce mélange-là, est-ce qu'on peut s'entendre dans ce climat-là pour faire avancer? Oui, puisqu'on a l'impression que le M5 a une baguette magique pour résoudre les problèmes du Mali. Donc on les fait venir, ils vont manipuler la baguette magique. IBK n'aura que ses yeux pour regarder, voir, au fait, j'aurais pu faire mieux, mais je ne l'ai pas fait. Est-ce que vous voyez? Donc, comme ils donnent l'impression d'avoir la baguette magique pour résoudre les problèmes du Mali, qu'ils viennent au gouvernement, quitte à leur donner la primature. Mais la CEDEAO a pour... attends, ce que la CEDEAO fait au Mali, ce n'est pas seulement pour le Mali, c'est pour tous les autres pays de la CEDEAO. Je vous dis, si la digue malienne tombe, nous tous, on est entre les mains des djihadistes. Il faut faire attention. Mais est-ce que la CEDEAO peut imposer ce compromis? De quelle manière? Parce que ce compromis est rejeté visiblement. J'ai écouté Mahmoud Dicko. Pour lui, il n'a pas été diplomatique. Hein. Il n'est d'ailleurs même pas diplomate. Et il a parlé sans langue de bois et dit que ces chefs d'État ont perdu leur temps en venant au Mali. Oui. Mahmoud Dicko, bon, moi, effectivement, il a une franchise que nous admirons. Il dit ce qu'il pense. Il ne joue pas au plus fin, au plus malin. Non, il dit clairement ce qu'il pense. Et il est un fils du Mali qui aime le Mali et qui veut voir le Mali marcher autrement. IBK est un fils du Mali qui aime le Mali et qui veut que le Mali marche bien. Il a commis des erreurs, d'accord. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, Gilles. Faisons attention, on a vu dans d'autres pays africains comment on a fait partir des chefs d'État dans cette atmosphère confuse et conflictuelle, ce que ça donne. La Libye même qui est à côté, qui est d'abord la source de leurs problèmes, devait les inspirer. Faisons attention. Alors, Samba Gassama, visiblement, la CEDEAO ne semble pas être prête à participer au départ de Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir. Le président nigérien a clairement dit que cela n'est pas de leur ressort. C'est un argument à exclure, une revendication, une doléance à exclure du jeu. Donc, en dehors du départ de IBK, quelle solution vous pouvez envisager? Est-ce que le gouvernement d'union peut sauver la situation en attendant donc les nouvelles élections? Alors, pourquoi la CEDEAO ne peut pas être utilisée, ne peut pas apporter? Tout simplement parce que déjà, contrairement à ce que disait l'intervenant, le M5 n'a pas fait de succès sur le départ d'IBK. Tout d'abord, le M5 a demandé le départ d'IBK. Et après une rencontre entre IBK et Dicko a préconisé au M5 de sortir le mémorandum qui ne comprenait plus le départ d'IBK. IBK a catégoriquement refusé le mémorandum qui parlait d'un gouvernement mené par un premier ministre de plein pouvoir et permettre à IBK de rester président, mais sans pouvoir. IBK a complètement refusé le mémorandum et il a même reçu le M5 en leur disant allez discuter avec le président de mon parti. Ce qui a été reçu comme une insulte vis-à-vis du M5. La CEDEAO ne veut pas être une solution. Pourquoi? Parce que la CEDEAO, avant de venir régler une crise, il faut d'abord entendre les plaignants. Sauf que la CEDEAO s'est contentée de prendre les propositions du président IBK pour essayer de venir les imposer au M5, pensant que mettre dans les avions 5 représentants puissants de la sous-région va faire que le M5 va se plier à ceux qui veulent. Ça a été une grosse erreur. Je pense que la CEDEAO vient avec une solution politique quand il parle de gouvernement d'union nationale avec 50% pour la majorité, 30% pour le M5, etc., etc. Ça, c'est une solution politique. Or, ce qu'ils oublient, c'est que IBK, depuis 7 ans, je dirais même ceux qui ne le savent pas, je pense que mon co-intervenant ne le sait pas, ce que IBK fait depuis 7 ans,
c'est ni plus ni moins des gouvernements d'union. Ce n'est pas des gouvernements d'union nationale. C'est plutôt des gouvernements d'union opportunistes. Parce qu'il est quand même prendre ces gouvernements sur quelle base? Alors, ils donnent des portefeuilles ministériels à des gens pour les remercier. Ils donnent des portefeuilles ministériels à des proches, à des neveux, à des proches de sa famille, de sa femme. Donc c'est le gouvernement d'union qui dégage. C'est bon. Ça n'a apporté aucune solution à aucun problème dans le pays. Donc, au lieu de venir avec des solutions politiques, tout simplement, il faut venir avec des solutions socio-politiques qui tiennent compte des aspirations du pays. Un pays où, je le répète encore une fois, depuis 2 ans, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas un seul hôpital sur le territoire malien digne de ce nom. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de... Pour faire Bamako, Gao, il faut faire 5 jours de route et passer par 2 pays, le Burkina et le Niger. Bamako, Gao, qui sont 2 grandes villes du Mali. Bon, il n'y a pas de sécurité. Les gens sont assassinés quotidiennement par dizaines. Les villages ont été rasés. Il n'y a pas de sécurité. Les militaires meurent par dizaines à chaque attaque. Il n'y a aucune sécurité dans le pays. Donc, venir nous parler de partage de postes ministériels, mais c'est dans le but de décrédibiliser le mouvement. Parce que quand on offre des postes ministériels aux responsables du mouvement, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les Maliens vont dire? Ils vont dire, ah, voilà, en fait, ils se battaient juste pour avoir des postes ministériels. Alors qu'ils sont loin de réaliser le situation de terrain. Aujourd'hui, les gens ne sont pas intéressés par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez offrir 70% des postes ministériels au M5, au leader du M5. La population, pour autant, ne sera pas satisfaite. Voilà. La solution n'est pas politique seulement. La solution est sociopolitique. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO est venue. Ils sont butés au M5. Diko a eu un discours très très clair là-dessus. On ne peut pas venir imposer aux Maliens des décisions qui ont été prises à l'extérieur, venir les imposer. Mais la question qui se pose, est-ce que la contestation a les moyens de refuser l'offre de la CEDEAO? Quelle serait son alternative? Comment ferait-elle? Est-ce qu'elle peut aller loin dans ce qu'on peut appeler, on l'a appelé dans un autre pays, radicalisme, ce refus de compromis de la CEDEAO? Comment fera-t-elle la contestation? Oui, Gilles, la contestation, comme partout, elle fera ce qu'elle peut. Elle va jouer la politique du pourrissement et du pire. Et toi qui es au pouvoir, tu es obligé, par amour ton pays, de finir par lâcher. Mais on dirait que nous ne parlons pas du même Mali parce que le Mali, l'immense pays qu'est le Mali, 1 240 190 km², le Mali, 20 millions d'habitants. Et il dit lui-même, il pose des problèmes sécuritaires, il dit lui-même, et on sait très bien que la CEDEAO est actuellement présente au Mali avec ses armées. Pour faire quoi? Pour défendre les Maliens, pour défendre l'intégrité territoriale du Mali. La France est au Mali. Pourquoi? Pour aider les Maliens, pour défendre l'intégrité territoriale du Mali. C'est parce que tout le monde pense. Mais justement, quand ils parlent, on a l'impression que les troupes de la CEDEAO, de la France au Mali, tout ça, c'est rien. C'est-à-dire que si aujourd'hui on chasse la CEDEAO, le lendemain matin, la paix revient. Maintenant, s'ils ont des acquaintances avec les djihadistes, ils n'ont qu'à leur dire, écoutez, on fait la paix, et puis nous, on fait partir IBK. IBK n'en est pour rien en ce qui arrive sur le plan sécuritaire. On reconnaît effectivement que, à force de corruption, ils n'ont pas donné à leur armée les équipements qu'il faut pour faire face à la guerre, à la rébellion. D'accord, nous sommes d'accord pour ça. Cherchons une solution à ça. Maintenant, vous demandez si le M5 a les moyens d'imposer des solutions autres que celles de la CEDEAO. Je ne sais pas, mais je ne trouve pas ça aisé ou possible. Le Mali la question autrement, la contestation a-t-elle les moyens de refuser l'offre de la CEDEAO? Elle peut refuser, mais pas tout en bloc, comme ils sont en train de le faire. Non. Alors, CEDEAO, vous êtes venus, vous avez dit ça, nous sommes d'accord, mais ça, on n'est pas d'accord. Mais dire que tout ce qu'ils ont fait, bon, c'est comme si c'était des touristes quand même. Et les chefs d'État qui sont allés, ce n'est pas des petits boutiquiers du quartier quand même. Bouhari, Ado, Issoufou, Mamadou, mais attends, ce n'est pas des rigolos quand même. Mais quand lui, Diko sera président, c'est fini, il va cracher sur tous ces chefs d'État. Diko dit qu'il représente le peuple malien. Oui, le peuple malien a besoin des peuples des autres pays environnants limitrophes pour vivre. Encore que c'est un pays enclavé, quand même, soyez sérieux.
On ne peut pas humilier Bouhari, on ne peut pas humilier Ado, on ne peut pas humilier Issoufou même a des problèmes de rébellion là-bas. Mais il a su mieux gérer parce que lui, il y a de la corruption partout, mais lui, chez lui, c'était mieux. Mais est-ce que les interventions de la CEDEAO ne ressemblent pas, à certains points de vue, à une opération sauvetage des chefs d'État en fonction? On l'a vu au Togo et au Mali. Il me semble que leur préoccupation... On a vu quoi au Togo? C'est pas la peine de me gratter la langue. Vous avez vu quoi au Togo? Oui, la médiation de la CEDEAO a été interprétée par certains comme une opération de la CEDEAO soutien au président en place. Et ce qui se passe également au Mali, est-ce que... La CEDEAO sait par expérience que faire tomber un chef d'État ne résout aucun problème. Tout le monde le sait, à part celui qui est pressé de prendre le pouvoir. Tout le monde le sait. La CEDEAO a fait tomber certains chefs d'État, Charles Taylor au Libéria par exemple, et puis en Gambie, il n'y a jamais. La CEDEAO l'a poussé à la porte. Attends. Toi, qu'est-ce que tu dis là? Il n'y a jamais. C'était quoi? C'était une contestation électorale que lui-même a reconnu avoir perdu. Et après, il a fait volte-face. Quand même, on ne s'amuse pas comme ça avec un peuple. Je ne peux pas dire, bon, écoutez, je reconnais que mon adversaire a gagné. Et 2 jours après, parce que j'ai des conseillers toxiques qui sont venus me dire, non, les prébendes vont finir, l'argent, la facilité, il ne faut pas nous faire ça. Nous, nos femmes, nos enfants, bon, d'accord. Non, on ne peut pas faire ça. Maintenant, Charles Taylor, quand même, ce massacreur en série, la CEDEAO avait même trop attendu avant de le dégager. Elle avait trop attendu. Il y a des endroits où la CEDEAO devait prendre les armes. On massacre les populations. Comme ça. Guerre civile. C'est quoi guerre civile? Aucun pays dans la CEDEAO ne veut ou ne peut soutenir la guerre civile. Je dis ceci concernant le Mali. La CEDEAO est déjà engagée au Mali avec des soldats qui meurent là-bas. Tous les jours, il parle de problèmes de soldats qui meurent. Il n'a qu'à souligner que parmi les soldats qui meurent se trouvent des soldats de la CEDEAO. Et la CEDEAO n'est pas payée pour ça. Elle est là-bas par altruisme pour aider le Mali parce que c'est un pays frère. Donc, aujourd'hui, quand on parle, et cette même CEDEAO dont les soldats sont en train de mourir chez vous, elles vont vous parler et vous la balayez du revers de la main. Mais soyez sérieux. Aujourd'hui, vous êtes populaire. Vous avez la rue avec vous. Si vous arrivez au pouvoir avant 1 ou 2 ans, vous serez vous-même contesté. On fait comment? On ne peut pas aller de contestation en contestation. Trouvez une issue honorable. Le Mali, écoutez, Gilles, c'est un grand peuple. On parle du Mali, on voit les mines d'or, les machins, mais le peuple malien, c'est un grand peuple. Un peuple fier de son histoire, fier de sa culture. On a entendu parler de l'empire mandingue, de l'empire du Mali, mais depuis, à l'école, 1235, Soundiata Keita a battu le roi de Soso. Ceci, on dit même que c'est les Maliens, c'est l'empire du Mandingue qui a envoyé les premiers explorateurs jusqu'aux côtes des Amériques qu'on connaît aujourd'hui, des siècles avant Christophe Colomb. C'est un peuple fier qui connaît son histoire, qui en est fier, sa culture, il en est fier. Et ce peuple sait, la charte de Kourou-Kanfouga. Voilà, ce peuple sait qu'il ne gagnerait rien à humilier quelqu'un. Il ne faut pas humilier Ibeka. Diko le sait, que s'il l'humilie, demain, ça retombera sur lui. Trouvons une solution, une paix des braves. IBK ne perd pas la face et le M5 aussi ne perd pas la face. Dire que, bon, si on va au gouvernement, les gens vont dire que, mais quels gens? La rue? Mais c'est vous qui deviez diriger la rue, ce n'est pas la rue qui doit vous diriger. Nous avons vu dans d'autres pays, je ne cite pas lesquels, où les gens sont dirigés par la rue. Et on a vu comment ils sont tous finis. Ce n'est pas normal, la rue change. La rue change. Samba Gassama, vous avez écouté votre co-débatteur. Je vous synthétise la question. Est-ce que la contestation a les moyens aujourd'hui de refuser l'offre de la CEDEAO? Je tiens quand même à reprendre mon co-débatteur parce qu'il a dit quelque chose quand même qui me touche personnellement. Déjà, dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il mélange un peu tout. Qui montre qu'il n'est pas forcément au parfum de ce qui se passe au Mali depuis des années. Il parle de la CEDEAO qui intervient militairement au Mali. Ce n'est pas la CEDEAO, c'est la MINUSMA, sous l'ordre de l'ONU, et Barkhane sous l'ordre de la France. Effectivement, il y a eu des morts du côté de la MINUSMA et de la France. Moi, j'ai parlé de morts, je n'ai pas précisé de morts de militaires maliens, ou en tout cas, pas que de militaires maliens. Des morts, la France a perdu plus d'une quarantaine de militaires depuis 2013 au Mali. Pas l'oublier. La MINUSMA a perdu des dizaines de militaires, mais l'armée qui a perdu le plus de militaires depuis 2013, c'est nettement le Mali. Mais vous me direz que c'est normal, c'est le Mali. C'est normal que les Maliens meurent. Mais laissez-moi vous dire que on peut comprendre que des Maliens meurent pour défendre le Mali. Mais on peut difficilement comprendre que des militaires maliens meurent parce que l'État a débloqué 1230 milliards pour réformer l'armée.
et qu'une grande partie de cet argent est partie dans des surfacturations du clan, du régime et IBK. Donc c'est ça que les gens dénoncent. Donc très clairement, il faut préciser les choses. Il ne faut pas parler de manière simpliste, donnant l'impression que les Maliens passent leur temps à critiquer les autres, alors qu'eux-mêmes n'assument pas leur responsabilité. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que la contestation a la possibilité aujourd'hui, la contestation n'a pas débarqué des cas. Pourquoi? Parce que Diko a fait preuve de sagesse, très clairement. Aujourd'hui, si ce n'était la sagesse de Diko, la population qui est sortie le 5 juin, le 19 juin, très clairement le 10 juin, aurait très clairement pu faire partir Ibeka. Mais, contrairement à ce que dit mon co-débatteur, les gens, que ce soit Diko ou le M5, ne sont pas aveugles du pouvoir à ce point-là. Parce que mon co-débatteur passe son temps à parler de pouvoir. Si vous venez au pouvoir, vous allez se tester au bout d'un certain temps. Mais les Maliens, peu importe qui sera au pouvoir, ce que les Maliens veulent aujourd'hui, c'est de la gouvernance. Donc aujourd'hui, parler de ministère, parler de primature, parler de présidence, de pouvoir. Mais mon co-débatteur parle de honte, d'humilier ADO, humilier IBK. Il ne faut pas débarquer IBK pour l'humilier, mais allez dire ça aux pères de famille dont les enfants ne vont pas à l'école depuis 2 ans. Allez dire ça aux pères de famille dont la femme est décédée en accouchement parce qu'il n'y a rien à l'hôpital principal du Mali. Allez dire ça aux pères de famille qui ne voient pas sa famille parce que lui, il est au nord, sa famille est obligée de vivre à Bamako parce qu'il n'y a pas de sécurité dans le nord. Allez leur dire ça. Donc, nous parlez de honte d'IBK, nous parlez de honte de la CEDEAO. C'est quelque chose que les politiciens peuvent comprendre ou les gens qui ne sont pas touchés directement par la crise. Mais le Malien lambda, cette honte d'ADO, de la CEDEAO, d'IBK, de Macron, comme vous voulez. Mais disons-nous-le clairement, le Malien lambda, on a que faire de cette honte. Lui, il vit dans l'enfer depuis des années et des années. Ce qu'il veut, c'est tout simplement que le minimum vital lui soit garanti. Ce que IBK lui a promis en arrivant en 2013, c'est que IBK a non seulement été incapable de lui donner, mais en plus a dégradé la situation. Voilà, il faut que les choses soient clairement dites. Oui, vous le savez, la France a soutenu le compromis politique de la CEDEAO. Donc, très clairement, vous pouvez faire sans la France, sans la CEDEAO. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il ne faut pas être réel politique aussi? Non, excusez-moi, totalement. Mon co-débatteur a eu à dire tout à l'heure, le Mali est un grand pays avec un grand peuple. Un peuple de discussion, un peuple de dialogue, un peuple du social. Donc aujourd'hui, pensez qu'on a besoin que la CEDEAO s'immisce dans nos problèmes pour qu'ils soient réglés. Que l'Union africaine, l'Union européenne, que l'ONU s'immisce dans nos problèmes pour qu'ils soient réglés. Mais c'est totalement faux. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, la CEDEAO a eu le temps de venir se mettre les pieds dans nos problèmes. C'est parce que IBK est fermé comme un mur. C'est ça qui a fait que la CEDEAO est venue. Alors, est-ce que c'est pas IBK qui a appelé au secours de la CEDEAO, pensant pouvoir plier le mouvement avec la CEDEAO? Mais sinon, nous, entre Maliens, on se comprend. On se comprend très clairement. Aujourd'hui, IBK refuse totalement de laisser le pouvoir. C'est une chose, je peux comprendre. Moi, j'ai une proposition qui rejoint ce que le M5 dit. C'est-à-dire que IBK tient au pouvoir. Laissez-lui le pouvoir. Laissez-le à la présidence. Que IBK accepte de laisser la présidence à quelqu'un sur lequel lui, il n'a pas la main. Parce qu'après 7 premiers ministres, après 6 premiers ministres en 7 ans, on peut très clairement dire que IBK ne sait pas choisir un premier ministre. On parle de centaines de ministres depuis 7 ans. On peut très clairement dire qu'IBK ne sait pas choisir ses ministres. Est-ce qu'on peut éternellement rester dans ça? Parce qu'il ne faut pas humilier IBK. Mais que faites-vous des Maliens? Que faites-vous des Maliens? C'est-à-dire que les solutions politiques dont on parle ne tiennent pas compte des réalités que vivent les Maliens. La réalité que vivent les Maliens, c'est un drame quotidien. C'est un drame quotidien. Et donc, ces solutions politiques que la CEDEAO ramène là ne répondent pas du tout aux aspirations du peuple parce que la CEDEAO n'a pas du tout tenu compte. D'accord, nous avons écouté votre point de vue. Alors, quelque chose, quand on voit le tableau très clairement, IBK a quand même échoué sur plusieurs points de vue. Est-ce qu'il ne peut pas être la solution lui-même, c'est-à-dire rendre le tablier pour provoquer de nouvelles élections et réconcilier le Mali? Et je ne suis pas malien, je ne vis pas au Mali, je ne peux pas être l'avocat d'IBK. Mais dans aucun pays, on ne peut dire qu'un chef d'État a échoué complètement. C'est pas possible. Le type a été élu, il a été réélu, si je ne me trompe pas.
Il a été élu, il a été réélu. Donc, ça veut dire que... On sait aussi les conditions dans lesquelles les élections... Oui. D'accord. Mais il y a quand même des Maliens... en Afrique. Mais il y a des Maliens quand même qui ont voté pour lui. Maintenant, s'il a déçu, et il a déçu aussi ceux qui ont voté pour lui, mais c'est normal qu'on le dénonce. Mais je dis ceci, laissez le pouvoir, mais là, dans ce cas, on peut négocier avec Ibeka sans avoir, disons, à faire du tintamarre. Ibeka aime son pays. Si Ibeka se rend compte aujourd'hui que sa présence risque d'entraîner des morts, risque d'aggraver la situation politique, la situation sociale et économique, il peut de lui-même partir, mais pas dans les conditions où nous sommes. La CEDEAO vient parler de non, ce que vous avez dit là, c'est pour soutenir Ibeka. Ibeka est un humain, c'est un Malien lui aussi. Mais est-ce qu'il peut continuer à gouverner dans ces conditions-là, un pays coupé en deux? Il maîtrise c'est pas lui pas qui a grand-chose alors là, on s'entend pas. Dans le centre. C'est pas lui qui a coupé le pays en deux. Oui, mais il n'en demeure pas moins vrai que le Mali fait face à une situation sécuritaire très compliquée. Tout le monde est conscient de ce problème. Il y a la pandémie du coronavirus, il y a la crise économique, il y a la corruption, etc. Mais tout ce que vous avez cité, ce n'est pas Ibeka, mais la corruption, oui. Pandémie, le pays coupé en deux, en 4 ou en 5, ce n'est pas Ibeka. Mais il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État, il n'a pas su galvaniser son armée et lui donner les équipements qu'il faut. Malgré, il a rectifié en disant que c'est la MINUSMA qui est au Mali, c'est bien, mais la MINUSMA est là-bas avec des troupes appartenant à des pays de la CEDEAO. La CEDEAO fournit un voilà. contingent. Et si ces pays se sont pressés à envoyer des contingents, c'est parce qu'ils se sentent solidaires de ce qui arrive au Mali. Ça peut arriver à tout le monde demain matin. Donc, moi, je crois que, je répète, tous les problèmes finiront par trouver une solution à condition qu'on ne fasse pas de fixation sur le chef de l'État, tout comme le gouvernement aussi ne doit pas faire de fixation sur la personne de Diko, Diko, moi je l'écoute parler, c'est un homme, malgré le triomphe du moment, il a quand même un langage réaliste. Il n'est pas dans ce qu'on a entendu dans d'autres pays, quand quelqu'un est suivi par 2 ou 3 manifestants, il se prend pour Dieu. Diko reste encore humain, un Malien qui dit aux Maliens, moi ce que je demande c'est un Mali meilleur. Ok, mais Ibeka peut et doit contribuer à faire un Mali meilleur. De quelle façon? En s'associant à l'opposition ou en regardant dans son camp pour faire un bon casting cette fois-ci, écarter son fils? Vous savez, il doit quand même donner des gages. Le fils, c'est déjà réglé. Vous savez, dans nos pays comme partout ailleurs, les présidents, malheureusement, souvent sont les premières victimes des mauvaises conduites de leur entourage. Actuellement, Ibeka a des insomnies, mais tous ces pillards de milliards, bon, c'est sûr que certains ont déjà pris le large, femmes et enfants au Canada, les maîtresses en France, ils ont pris le large, mais Ibeka doit faire face seul. Donc, il est de son devoir, quand il y a des cas de corruption exagérés, je dis bien exagérés, qu'il tape sur la table et qu'il les envoie en prison. On a vu le cas, je parlais de ça, Vital Kamerhe au Congo. Je l'ai vu dans une interview quand ils sont arrivés au pouvoir. Il dit, c'est fini avec la corruption, nous on est venus, on va bien gérer. Et quelques mois après, c'est lui-même le chef des voleurs. On le prend, on le met au Miouf. Le mérite de Tshisekedi, c'est de n'avoir pas hésité. Si Tshisekedi avait hésité et qu'on apprenait que dans son entourage, déjà, les gens ramassent par millions de dollars, il aurait commencé à avoir des problèmes. Les chefs d'État doivent pouvoir, quand il y a des cas avérés, je parle des cas prouvés, taper sur la table. Gassama Samba, on va terminer cette première partie avec vous. En résumé, pour vous, la solution, c'est de garder Ibeka au pouvoir, mais de laisser le gouvernement entre les mains de la contestation, notamment le MS5. Est-ce qu'il y a des figures de proue dans cette opposition capables d'être un homme d'État et de faire face aux défis du Mali en ce moment, ces défis qui sont colossaux? On va terminer en 30 secondes avec vous. Bon, je reviens quand même sur ce que mon co-débatteur a dit. Il dit que Ibeka aime le Mali. Le Mali, c'est 6 millions d'habitants. Ibeka n'est pas le seul à aimer le Mali. Nous aimons tous le Mali. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour le Mali. Vous parlez d'un leader capable de prendre cette place-là dans le M5. Le M5, c'est représente un peuple. C'est un peuple de 10 millions de Maliens. Celui qui peut prendre la place du Premier ministre plein pouvoir ne sera pas forcément un M5. Nous sommes 10 millions de Maliens avec des très hauts cadres à très grandes compétences à travers le monde. Ce n'est pas forcément quelqu'un de M5. Il faut vous dire que le M5 ne se bat pas pour avoir des postes. Le M5 se bat
une bonne gouvernance. Ça peut être un cadre de l'État, comme ça peut être un cadre d'ailleurs. Donc, les contestataires ne sont pas attachés à des postes. Sinon, aujourd'hui, ils savent très bien que si ils prennent des postes, IBK va être content, comme ça IBK aura sa continuité pendant 3 ans. Or, tout le monde sait que IBK n'est pas une solution, n'a pas la solution, n'a pas les hommes autour de lui qui ont la solution. D'accord. On vous a compris, hein. Samba Gassama, parce on est obligé de marquer une pause pour une nouvelle édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de l'E-World Forum. À tout de suite. Hein.